Le bordel! On est au bordel, mesdames et messieurs! Je suis tellement heureux d'être ici. On est vraiment chanceux. Merci beaucoup d'être là. Merci infiniment d'être venu me voir. Ma coiffeuse est morte. Mais néanmoins, je suis très heureux de vous accueillir à mon spectacle. Je vous dis merci, en fait. Je commence avec merci parce que c'est important que vous sachiez que vous êtes la différence entre le fait que j'ai un métier et le fait que je sois un sans-abri. Et je dis ça avec aucun jugement envers les sans-abri. La majorité de mes interactions dans la vie de tous les jours sont avec des sans-abri. Il y en a de plus en plus qui me reconnaissent de la télé, je te jure. Et à chaque fois, je suis comme, t'es pas censé avoir illico, toi, où tu m'as vu? Oui, c'est vrai, la majorité de mes conversations sont avec des sans-abri. Aussi parce que je donne de l'argent aux sans-abri. J'ai pas d'explication rationnelle pour expliquer mon comportement. C'est juste que je sens que c'est la chose à faire. Et le problème, c'est que quand j'ai pas d'argent, ça me met dans des situations problématiques parce que j'ai créé un espèce de phénomène pavlovien avec eux. Je te jure, ils me voient arriver de loin, ils sont normales, posture normale. Et là, ils me voient arriver, puis ils se mettent en posture de... Ils se mettent en posture de quintage. Puis la dernière fois, je te jure, il y en a un qui me dit... Hey, tu m'as vu dans les... Puis là, je suis comme, c'est vrai que d'habitude, je te donne, mais là, je te jure, j'ai juste un billet, et je vous jure, il me répond, ah, ça, c'est pas grave, je vais te faire du change. C'est un bon argument. Comment il s'est retrouvé dans la rue, lui? Il est très débrouillard. Il est très astucieux. Je lui ai donné 5 $ et il m'a rendu 2,50. Et c'est lui qui a décidé que je recevais 2,50. De mon propre 5 $. Donc, pas besoin de vous dire que je n'irai pas présenter de projet au Dragon. OK? Je me fais fourrer par des sans-abri. Dans mes temps libres, c'est ce que je fais. Je peux pas expliquer pourquoi je donne. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'une pièce de monnaie touche, j'ai comme une sensation. Je suis peut-être le seul, mais aider quelqu'un, j'ai l'impression que c'est la chose qui goûte le mieux au monde. Je vous jure, de savoir, je suis là, je le reçois, puis je suis comme... Ah! Je sais pas, de savoir que grâce à moi, quelqu'un va prendre de l'héroïne, ça me chauffe le cœur. Qu'est-ce que je te dis? OK, bon, c'est parce que c'est la raison principale pour laquelle les gens ne donnent pas de l'argent aux sans-abri. D'ailleurs, la dernière fois, je gueulais comme ça dans la rue, je gueulais, ma joie d'avoir aidé, puis un gars qui vient comme « OK, c'est bon, monsieur, vous êtes content d'aider le monde, mais pourquoi est-ce que vous donnez votre argent à quelqu'un qui va prendre la drogue avec votre argent? » Je suis comme « Est-ce que tu sais combien d'artistes que t'aimes? » Ils font exactement la même chose. Il y en a beaucoup, il y en a un, mais c'est vrai. Il y a des gens qui me disent de ne pas aider les sans-abri parce qu'ils vont prendre la drogue avec mon argent, mais je vous jure, je suis persuadé que tout le monde a des addictions et la pire chose à faire, c'est de les hiérarchiser. On en a tous. C'est la vérité. Regarde, juste moi ce soir, faire face à vous, vous êtes tellement d'inconnus, je vous connais pas. Il faut que je vous fasse rire en plus. C'est quand même assez farfelu, non? Puis même si ça fait 7 ans que je fais ce métier, ça me met dans une position problématique quand je rencontre un nouveau public parce que je sais que je vous connais pas assez bien pour vous faire rire optimalement. Et en tant que perfectionniste, ça me fait chier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me sens un peu comme lors d'une première relation sexuelle avec quelqu'un. Idéalement, une fille dans mon cas, si tout va bien. Il y a des jours plus durs que d'autres. Hein? Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Dans un monde idéal, j'aimerais ça vous retrouver la même gang, le même groupe. Je sais qu'au bout de 4 ou 5 fois, si on se voyait 4 ou 5 fois, je saurais exactement où toucher pour vous faire rire. Mais si on fait ça, il n'y en a pas question que vous allez voir d'autres humoristes. Non, parce que je suis pas une petite salope, OK? C'est vrai, c'est vrai. Je suis sérieux. Non, c'est vrai, parce que souvent, les gens ils viennent me voir en show et ils pensent que genre... C'est... Oh, arrête de rire, pour vrai. C'est vrai, non, parce que je suis sérieux, parce que, genre, tu sais, comme le monde, ils viennent voir le show et ils pensent que, genre, ils peuvent juste rire avec moi puis s'en aller rire avec mes amis, mais comme je suis pas une pute, puis je pense que c'est vraiment intime, ce qu'on vit en ce moment. Tu sais, quand tu y penses, tu sais, on est tous ensemble, on va rire, on va passer une belle soirée. Puis en tout cas, je pense que c'est important pour moi de dire que si tu ris avec moi, c'est avec moi pour la vie. C'est vrai, je suis sérieux. C'est vrai. En tout cas, ça fait juste du bien de le dire. J'ai l'impression que souvent les choses les plus importantes à dire sont celles qu'on dit le moins. Fait que moi, ça me fait juste du bien de me libérer. Je suis content que vous soyez là, je vous aime. On va passer une belle soirée. Puis comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, ça fait 7 ans que je fais ce métier. Ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Ça fait quand même assez longtemps. Ça fait 7 ans que je fais ça. Puis grâce à l'expérience que j'ai acquis, je sais qu'en ce moment, il y a plusieurs personnes qui se demandent combien de temps il va faire ça. Je sais pas. Ça s'appelle un trouble obsessif-compulsif. C'est diagnostiqué. Alors je te demande de m'accepter dans ma différence. Merci. Fait que c'est ça. Est-ce que ça vous arrive des fois, genre...
OK, c'est bon, je t'allais, c'est bon. J'ai toujours aimé imiter les femmes. En fait, j'ai été élevé par des femmes. Je me suis toujours senti très, très féminin. J'ai été élevé par ma mère, mes sœurs et les amis de ma mère. Et quand tu as été élevé par des femmes, elles te racontent leurs mésaventures avec les hommes. Et quand elles te racontent leurs mésaventures avec les hommes, ça te donne envie de dire aux hommes, on est un peu des trous de cul. C'est vrai, on est un peu des trous de cul, les gars. On se met pas à la place des femmes. On manque d'empathie envers les femmes. Et c'est dans les exemples les plus banals qu'on l'observe. Il y a souvent des gars qui viennent me voir et sont comme, merde. Là, je suis tanné, man. J'étais avec une fille l'autre jour. On est au resto. C'est ma date. Puis elle mange, mon gars. Calisse qu'elle mange, mon gars. Je sais que c'est moi qui paye, là. Puis elle parle, mon gars. À un moment donné, la facture arrive, puis elle dit « Non, 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 je voulais un dessert. » Je suis là, tabarnak. On sort, là, tu sais, je la regarde, je suis là... Fait que, on fait ça chez vous, on fait ça chez nous, tu sais, le sexe. Puis elle me dit non, c'est ça, c'est parce que moi, c'est trop rapide. Et je suis là, t'as pris un tiramisu? Comme si le tiramisu, c'était la clé des vagins de la ville. Si vous connaissez des hommes qui ont ce type de raisonnement, il faut leur expliquer quelque chose d'élémentaire parce qu'en général, les garçons occultent une information essentielle lorsque vient le temps d'analyser le processus qui mène à la relation sexuelle. À la lumière de ce propos, suivront une panoplie de blagues. Bon, alors... Le garçon oublie. On oublie, les gars, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut qu'on en discute, ça se règle super facilement. On a juste à s'en souvenir, on a juste à s'en parler et on s'en rappelle et on le fait plus. Les gars, on oublie que le gars, lui, il rentre dans le corps de quelqu'un. Tout le monde a fait son cours de bio, c'est comme ça que ça se passe. La fille, elle, laisse quelqu'un rentrer dans son corps et c'est pas le même niveau d'implication. C'est pas les mêmes conséquences à long terme, c'est pas la même dépense d'énergie, OK? Moi, juste laisser quelqu'un rentrer chez moi, que je connais depuis un repas au restaurant, je trouve ça excessivement difficile. Si, en plus, il faut que le gars, il crache autour de ma porte pour que ça passe mieux. Qu'il passe son temps sournoisement à essayer d'aller dans ma cour arrière. Reste dans le salon, je te connais pas? On manque d'empathie, les gars, c'est ça notre problème. On manque d'empathie, on se met pas à la place des femmes. La preuve ultime de manque d'empathie des hommes envers les femmes, c'est une nouvelle tendance. Il y a des garçons qui envoient des photos de leur sexe à des filles qu'ils connaissent pas en guise de présentation. OK? Et pourtant, jusque-là, bonjour faisait la job. Je te jure, j'ai une amie l'autre jour, Cassandra, elle vient me voir. Elle est super gentille, toujours pleine d'énergie, cette femme. Elle arrive, blême. Blême! Je la reconnais pas, blême, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand tu reçois la photo d'un pénis que tu ne connais pas, tes pigments cessent de travailler. C'est comme ça que ça se passe. Je suis comme, qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, je suis encore sur le choc parce que j'étais chez nous. Puis mon ciel était sur la table. Puis tu sais, j'étais en train de manger, puis là, la photo, que je connais pas le numéro, puis c'était une graine. Le gars lui a envoyé ça à 6h15. À l'heure de la digestion, c'est pas sympathique. Je te jure, ce qui me fascine, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de le faire en ce moment et je ne peux rien faire pour l'arrêter. C'est ça qui me dérange. Là, en ce moment, il y a un gars qui est chez lui. Je te jure, tout va très, très bien. Il est chez lui. Il est assis sur Facebook, comme tout le monde, quand il s'emmerde, il regarde son ciel, check ce que les autres font, puis là, il défile son fil d'actualité, puis il tombe sur la photo d'une fille qu'il connaît pas. Il la connaît pas. Mais un de ses amis l'a commenté, fait que ça apparaît sur son fil, et soudainement, le désir naît. Il se dit, je veux maintenant coucher avec Marie-Claude, mais je refuse catégoriquement d'utiliser l'alphabet. On lui a envoyé une photo de ma graine. Il baisse son pantalon, baisse son caleçon, prend une coupe de photos. Je sais pas si t'as déjà essayé de cadrer une paire de couilles, mais c'est tough. Rajoute quelques filtres Instagram. C'est pas parce que le gars, il est con qu'il a pas de goût. Trouve le contact de Marie-Claude, envoie la photo. Et ce qui me fascine, c'est qu'à travers tout ce processus qui est relativement long, à aucun moment, lui, dans sa tête, il y a une voix qui fait « Non! » À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que la technologie a évolué plus vite que notre capacité commune à transmettre les codes de courtoisie. On ne fournit plus, OK? C'est pour ça que c'est un peu le chaos. Mais moi, j'ai un truc. Avant de faire quoi que ce soit avec un appareil technologique, il faut toujours se poser la question, comment ça aurait été reçu en 96? Puis envoyer une photo de ton pénis en 96, c'est très, très bizarre. Il faut que tu ailles chez Jean Coutu. Faut que t'ailles chez Jean Coutu, il faut que t'achètes l'appareil photo jetable. Achète l'appareil photo jetable, 24 pouces. Tu vas pas acheter l'Olympus à 200$ pour 8 photos de ta graine. Chez Jean Coutu, pogne l'appareil photo, faut que tu retournes chez vous, t'arrives chez toi, baisse ton pantalon, baisse ton caleçon. Faut que tu craques 8 fois! 8 fois, faut que tu craques! Après 8 photos, tu te dis, bon, ben, je peux pas prendre 24 photos de ma graine. Pas
a une vie, les oiseaux chantent dehors, les rayons du soleil traversent les rideaux. Il y en a pris 8, évidemment, de photos. Il a pris 8 photos, il n'y a même pas d'écran témoin à l'époque. Hein? J'espère qu'il en a pris 8. Il se croise les doigts pour que ses 2 couilles rentrent dans le cadre. Néanmoins, il se dit, il me reste 16 poses à prendre. Je veux pas prendre les 24 photos de ma graine, mais il reste 16 poses. Heureusement, la vie fait bien les choses. Il y a un barbecue familial au même moment. Sort dehors, prend une photo de maman, photo de grand-maman. 24 photos plus tard, il faut qu'il retourne chez Jean Coutu, le gars. T'sais. Comment t'arrives chez Jean Coutu, puis... Je vais aller prendre Ma. Ça vous intéresse, on a un spécial pour 99 sous, on double les photos. Non. Parce que dans sa tête, il est comme 8 photos de ma graine, c'est de la séduction, mais 16, c'est une menace de mort. Puis dans toute cette histoire, on pense même pas à la pauvre dame dans la chambre noire qui doit développer les photos. La pauvre, elle a rien demandé à personne, c'est sa job de rêve. Tu sais, elle, je veux dire, elle a choisi ça parce que c'est la plus belle job au monde en passant. OK, développer les photos. Je veux dire, mets-toi à sa place. Elle est aux premières loges des plus beaux souvenirs de toute sa communauté. C'est ça qui se passe. Elle, toute la journée, elle voit apparaître des photos de mariage, photos d'anniversaire, les baptêmes, les naissances, tout ce qu'il y a de plus beau dans nos vies. Elle a des billets dans les rouges. C'est ça qui se passe pour elle. Elle est vraiment heureuse, passionnée. Elle arrive toujours à 7h30. Tout le temps à 7h30. Son patron lui dit, arrive à 8h30 comme tout le monde. J'en ai rien à chier, j'aime ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle arrive à 7h30, elle place ses bacs. Je sais pas si t'as déjà développé de la pellicule, mais c'est quasiment un potager pour l'âme, le truc, je te jure. Fait que la pellicule, il faut que t'attendes. Puis là, tu sais, elle a toujours ses petites habitudes à part rythme FM, tout le temps. Y'a pas de voile au volet de mes frères. Y'a pas de pale au bout de mes temps. Une cathédrale où cacher mes prières. Juste un peu d'eau autour de moi. Mais c'est une graine, ça? Tel est mon destin. Elle se dit, c'est peut-être un défaut de fabrication, je ne sais pas. Flip la deuxième photo, elle attend. Je sais pas si t'as déjà développé de la photo physique, mais ça sort pas tout de suite, il y a un suspense, tu sais, c'est grain par grain, le truc graine par graine pour les amateurs de jeux de mots. Et là, il est comme, non, ça a l'air d'un coude. T'as un coude, ça? Mais non, t'as une graine, tabarnak! Deuxième photo, c'était une photo de pénis. Troisième photo, photo de pénis. Quatrième photo, photo de pénis. À 5 photos, elle se dit, bon, ben, c'est ça ma vie maintenant. Je développe la pénis, visiblement, c'est ça qui se passe. 6e photo, photo de pénis. 7e photo, c'est une femme passionnée. Elle commence à les commenter. Je préfère celle-là, les 2 coups, ils rentrent dans le cadre. C'est très... Jusqu'à en prend sa vitesse de croisière, la pauvre. 9e photo, photo de grand-mère. Mais quel est-ce psychopathe? Pour la première fois de notre vie, on peut tous interagir ensemble sans avoir eu le support de nos parents. Parce que quand Internet est arrivé, ma mère savait pas c'était quoi. Elle m'a pas dit ça se fait, ça se fait pas. Et ça me fait réaliser à quel point, moi, je veux dire, on est chanceux, nos parents nous enseignaient des trucs essentiels que si on les avait pas reçus, ça serait fucked up. Combien de fois ma mère m'a dit range ton pénis, on est au Super C? Tu sais, je veux dire, c'est. J'avais une drôle d'obsession, j'étais comme je veux la comparer avec la banane! Est-ce que ça va être gros comme une banane, maman? C'est vrai, nos parents ne comprenaient pas Internet quand c'est arrivé, mais c'est pas de leur faute. C'est à nous de trouver des solutions. Tous ensemble, on doit trouver des solutions. Et moi, par exemple, Facebook, je me pose toujours la question, est-ce que ça se fait ou ça se fait pas? Quand je m'apprête à publier un statut sur est-ce que ça se fait ou ça se fait pas? Et j'ai développé une stratégie. J'essaie de voir Facebook comme un salon dans lequel j'ai donné accès à des gens que j'aime ou que j'aimerais apprendre à aimer. Et des fois, dans mon salon, il y a quelqu'un qui se lève, puis il est comme, hey, regarde. Regarde. S'il te plaît, regarde. Ça, c'est un article que j'ai lu. Et je te le partage. Là, t'as quelqu'un d'autre qui se lève et il dit hey! Regarde. S'il vous plaît. Regarde. C'est la nourriture que je mange. T'en auras pas. Puis ça, je trouve ça sympathique dans le salon. Je trouve ça super le fun. Une nouvelle recette géniale. Je m'attendais justement à recevoir des invités cette semaine. Je vais l'essayer. Mais en ce moment, il y a des gens qui font absolument n'importe quoi dans le salon. N'importe quoi. Il y a des gens qui se lèvent dans le salon, ils sont comme yeah! Cuba dans 162 dodo!
Mais c'est pas pertinent dans le salon. Attends 3-4 dodos avant de nous faire chier avec ton voyage. Il y a des gens, ils règlent leur compte dans le salon avec des gens qu'on sait pas à qui ils parlent. Je sais pas à qui tu t'adresses. Tout va très bien, ils sont dans le salon, tout va très bien, tout est chill. J'arrive pas à croire qu'il y a encore des putes qui essayent de briser des couples en 2017. Je vais te trouver. Mais sors de mon salon. Je répète, c'est pas la faute des parents, je le répète. C'est à nous de trouver des solutions. Les parents en ont assez fait. D'ailleurs, je vous lève mon chapeau. Je sais un peu à quel point c'est difficile d'avoir des enfants. Juste un peu. J'ai tourné une série il y a 2 ans qui s'appelle 7 $ par jour. Pour ceux qui la connaissent pas, je joue un éducateur dans une garderie. Et c'est une comédie. J'ai eu l'occasion de tourner avec des enfants de 5 ans. Et quand t'es 5 ans. Et c'était la première fois de ma vie que je pouvais passer du temps avec ce groupe d'individus. J'avais jamais eu l'occasion, je te jure. Ben oui, c'est pas parce qu'il y a des enfants, ça te fascine que ça te donne le droit d'aller dans des parcs et regarder. Et c'est là... Il y a eu un délai sur cette joke, hein, visiblement. C'est une blague à 3 vitesses. J'ai vraiment eu 3 vagues différentes comme... C'est pas grave, ce sont les aléas du direct, hein, on va vivre avec. Des gens qui vont entendre leur voix rire en retard, vont faire « c'est moi l'imbécile qui l'a pas caché » tout de suite. Ça s'en va à la télé. Et c'est vrai. C'était la première fois de ma vie que je passais du temps avec des gens de cet âge. Et je te jure, c'est là que j'ai su que je voulais être un parent. Je me suis dit, il faut que je me procure quelqu'un de cette stature, c'est extraordinaire. Mais je peux aussi officiellement décréter que c'est la pire sorte d'être humain au monde. J'arrive pas à croire qu'on en fait encore. Ils ralentissent le groupe, c'est vrai. On était incapables de tourner une scène, je vous jure, incapables de tourner une scène parce que les enfants, ils ont 5 ans, ils viennent d'apprendre le sens de la répartie. Alors, à chaque fois que le réalisateur disait action, il y en a qui disaient coupez! Incapable de tourner une scène aussi parce qu'un enfant, quand ça ne veut pas faire quelque chose, ça le fait tout simplement pas. Tu sais, nous, les adultes, avec le temps, on a appris à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et on appelle ça la vie, tu sais. Mais les enfants n'ont pas encore intégré ce non-sens. Et c'est nous qui leur enseignons ce non-sens. Parce qu'eux, je veux dire, eux, ils font ce qu'ils veulent. Fait que moi, il y a une scène, je te donne un exemple. Il faut que Maxime, pour une scène, il se déguise en crocodile, OK? Et moi, j'arrive avec le costume de crocodile, puis je suis comme, « Hey, Maxime, ça va? Ben, c'est une belle journée! » Tu sais, il faut se mettre sur la fréquence imbécile quand tu leur parles. « Ben, c'est une belle journée, Maxime! Est-ce que tu peux mettre le costume de crocodile, s'il te plaît? » Puis je te jure, il me répond avec la conviction d'un chef d'entreprise qui brasse des milliards en action. Il est comme, « Non! Moi, j'aime pas les crocodiles! » Je suis comme, fouille-moi comment, en 5 ans d'existence, il a réussi à détester une espèce au grand complet. Il va être problématique, cet enfant-là. Fait que je le regarde, je suis comme, mais c'est pas une question de goût, enfant de chien, elle met le costume de crocodile. Bon, évidemment, un enfant, quand ça veut pas faire quelque chose, ça fait juste se mettre à terre. J'arrive pas à croire qu'en vieillissant, on a laissé tomber ce pouvoir de négociation extraordinaire. C'est extraordinaire. Je pouvais même pas l'engueuler, je trouvais ça tellement génial. Wow! Mais t'es un génie! J'ai repensé à toutes les choses dans ma vie que j'ai faites que j'avais pas envie de faire et que je me suis obligé à faire. Puis je me suis visualisé juste en train de me calisser à terre. J'ai comme, ça fait tellement de sens. C'est vrai. En passant ce soir, c'est un spectacle de solutions. Okay? Je veux pas juste pointer du doigt des travers de la nature humaine et de la société, puis de vous laisser repartir chez vous avec de la haine dans vos veines, puis une insatisfaction généralisée. Ok? C'est pas comme ça que ça marche. Je propose des solutions. Et moi, je considère que les adultes, avec le temps, on s'est mis à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. On n'a pas envie de les faire et on se les enseigne. Je l'ai observé avec cet enfant-là, mais c'est moi qui lui ai dit non, tu vas le mettre le costume. Fait que c'est ça qu'il lui a enseigné. Lui, à ce moment-là, il apprend qu'il faut qu'il fasse des choses qu'il n'a pas envie de faire. Et moi, en tant qu'humoriste de solution, je nous propose, est-ce que quelqu'un peut arriver à sa job lundi puis juste se calisser à terre, s'il vous plaît? Juste se réapproprier, juste se dire une fois de temps en temps, c'est moi qui ai le pouvoir dans ma vie. En passant, ton patron, il va jamais te mettre à la porte parce que tu t'es calissé à terre. Okay? Ton patron va avoir peur de toi. C'est ça qui va se passer. Tu vas arriver à la job, il va, j'aimerais ça que tu... Elle veut juste pas le faire. Peux-tu m'amener un mini-go, s'il te plaît? C'est tellement dur d'être un parent, je te jure. En travaillant avec des enfants, j'ai appris à admirer les parents, je vous jure. Je m'excuse, avant, s'il y en a ce soir dans la salle, j'étais arrogant avant. J'étais très arrogant. J'avais pas d'expérience. Je vous regardais de loin, puis j'étais comme, non. Non, j'aurais pas fait ça comme ça. Je pense que j'aurais fait ça différemment.
Je pense que j'aurais pris le temps de parler. J'aurais tout arrêté ce qu'on fait, puis j'aurais transmis mes valeurs, je pense. J'aurais vraiment pris le temps, je pense que c'est ça. Je pense qu'au terme de la conversation, il aurait grandi. T'sais. Je pense qu'il aurait littéralement grandi, genre il aurait pris 2 pouces, tellement genre... J'ai travaillé 2 semaines avec des enfants. 2 semaines, puis maintenant je regarde des parents de loin, je suis comme, c'est exactement ça. Tu lui donnes pas le calice de chocolat. C'est vrai! Si les parents sont pas en train de négocier avec quelqu'un qui se dépose contre le sol en guise de rébellion, il faut qu'ils négocient avec la 2e plus grande addiction de toute l'histoire de l'humanité. Le sucre, c'est une des plus grandes addictions de l'histoire de l'humanité. C'est dur pour eux. Dès que je suis à l'épicerie, je vous regarde, les parents, parce que je sais que c'est dur et je veux apprendre. Et en passant, juste une petite parenthèse sur l'épicerie, juste avant de continuer, je me sers de la tribune que j'ai ce soir pour dire qu'on vit dans un monde où il n'y a plus personne qui respecte la loi des 12 articles et moins. Et... Qu'est-ce qu'on fait quand tout le monde ne respecte pas la loi puis tu peux pas appeler la police? T'sais, moi, en passant, je m'improvise le policier de mon épicerie. Moi, je compte dans les paniers du monde. Je te jure. Je suis comme ça, c'est 13 pas dans l'autre film. Mais c'est vrai, c'est dur pour les parents à l'épicerie, c'est dur parce que, en passant, j'aime bien les épiceries, c'est sympathique, ils nous vendent de la nourriture, c'est très important pour tout le monde de manger. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent puis ils se permettent de nous dépasser intellectuellement. Ils engagent des gens très, très intelligents, ils se mettent autour d'une table et ils savent que tous les parents, tout le monde, on a la semaine dans le corps puis on veut pas négocier avec qui que ce soit et ils se disent tous ensemble, en conciliabule, faudrait qu'on mette le chocolat à 4 pieds 2. Parce qu'après, l'enfant, partout, il regarde. Je te jure, je suis dans la file d'épicerie, puis il y a un enfant, il a comme 4 ou 5 ans, puis il est clairement en sevrage, je te jure, il est juste... Il a l'air du gars qui m'a demandé de l'argent à l'entrée de l'épicerie, juste... Puis là, il sait que statistiquement, ses chances sont nulles d'avoir du chocolat. Il le sait. Mais il sait aussi que s'il trouve la bonne note... Il saura jouer du cœur de sa mère et ainsi la forcer à lui offrir le chocolat. Fait que là, je te jure, il est là, il fait des vocalises, il est comme Maman? Chocolat? Puis sa mère, automatiquement, est comme non! Il n'aura pas de chocolat. Et lui, il était comme, OK, c'est correct. Il avait un joker, OK? Carte cachée, 2e argument. Il est comme, non, juste un chocolat. Et là, sa mère se met en position 90 degrés, arquée dans sa face, avec plein de bave. Elle est comme, là, ça suffit avec le chocolat! Moi, en passant, j'ai ouvert un Kit Kat juste pour exciter un peu la scène. Je veux qu'il sache qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Liberté absolue dans la consommation du chocolat, tu sais. C'est pas vrai, mais je te jure, à quel point c'est des génies, les enfants. Quand ils ne veulent pas faire quelque chose, ils se déposent contre le sol. Mais s'ils veulent quelque chose, ils sont prêts à faire les trucs les plus disgracieux au monde. Je vous jure, le gars, il était tellement... Je peux pas lui en vouloir. Je peux pas lui en vouloir parce que moi, je mets du chocolat dans ma gueule quand je veux, OK? Mais lui, il est juste pogné avec ses veines qui crient chocolat. Tu le vois qui est comme... Il dit juste... Et je vous jure sur la vie de ma mère que j'aime tant, il se ramasse le paquet puis il regarde sa mère puis il est comme... Chocolat! Puis nous, on se tourne, et dit, oh my God, il va s'éclater le testicule! Sa mère est comme, lâche ton pépé! Lâche ton pépé! Tout de suite! Lui, il voit que sa mère, elle aime pas ça, fait qu'il serre encore plus fort, il est comme, non! Chocolat, calice! Je te jure, il y a sacré, c'est à cause de toi qu'on est rendu là! J'en veux 2 maintenant! Mets-moi une Bueno pis une Kit Kat dans le panier, oui! Elle lui a donné, la pauvre! Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Le gars, il va s'éclater une couille pour une Kit Kat. Comment t'expliques ça au papa quand tu rentres à la maison? Ah, c'est ça, on sera jamais grands-parents, mais... On a appris que notre fils était persévérant. Je vous observe parce que je veux apprendre. Et en fait, je veux apprendre parce que aussi les parents, c'est les personnes qui nous enseignent les choses les plus importantes. Juste qu'on l'oublie en vieillissant.
On l'oublie, puis c'est en vous observant que je m'en suis rappelé. Les parents, s'ils sont pas en train de négocier avec quelqu'un qui se dépose contre le sol ou quelqu'un qui est en sevrage de sucre, ils sont en train de nous enseigner à ne pas mourir. C'est ça que ça fait un parent, principalement. Ça t'enseigne à ne pas décéder. Je te jure, j'ai vu une mère l'autre jour, elle sortait de sa voiture, et c'était sur Maisonneuve ou Sainte-Catherine, je sais pas laquelle des deux, une rue où les gens ne se respectent pas, OK? Et juste 2 secondes d'inattention. Elle fait juste fermer sa porte. Elle ferme sa portière, et le petit qui a 2 ou 3 ans, je ne connais pas exactement le prorata âge-taille, OK? Mais lui, son seul projet, c'est d'aller dans la rue avec aucun respect du code de la route. Il est juste comme... Sa mère, pour la première fois de sa vie, elle voit son fils en danger. Je te jure, dans ses yeux, tu le voyais. Puis il fallait qu'elle lui explique. Il sait à peine c'est quoi une voiture en passant. Puis il faut qu'elle lui explique comment ne pas décéder. Puis elle est comme, regarde! Regarde-moi! Regarde! Et lui, clairement, c'est la première fois de sa vie qu'il se fait gueuler après. Il est comme, qu'est-ce qu'elle a, elle? D'habitude, elle me donne l'amour, là, elle gueule. Mais comme, regarde! Je crie parce que j'ai peur! Maman a peur! Tu ne peux pas! Tu ne peux pas! Jamais! Aller là où le métal, il va dans ta face! C'est dangereux! Tu voyais dans ses yeux quelque chose que, quand tu vois, tu comprends pourquoi tu es en vie. C'est ça l'affaire, je te jure. C'est un truc juste dans les yeux C'est un truc qui existe juste dans les yeux d'une mère. C'est quand tu le vois, tu te dis, c'est grâce à ça que je suis vivant. Je te jure, tu voyais dans ses yeux qu'elle lui disait, non, non, non! Il n'est pas question que je te perde. Je t'ai porté pendant 9 mois. J'ai pris 50 livres. Mon accouchement a duré 14 heures. Ta grosse face d'imbécile a détruit mon vagin. J'ai chié devant ton père. Pas question que je te perde aux mains d'un chauffeur de taxi libanais. Mais c'est vrai, en vieillissant, on oublie, c'est ça le problème. On devient arrogant et on oublie que tout ce qu'on est, c'est quelqu'un qui nous l'a enseigné. Et la preuve, on se donne même plus le droit à l'erreur, les adultes qui ont vieilli. Et encore une fois, tu l'observes dans des situations hyper banales de la vie. Comme récemment, ils ont changé la signalisation dans ma rue, OK? Ça fait 5 ans que la rue, elle va dans ce sens-là, puis là, je sais pas pourquoi ils ont mis la signalisation dans ce sens-là. Moi, je suis pas capable de m'en rappeler tout le temps. Tu sais comment le cerveau, ça fonctionne? Je vais le prendre dans l'autre sens, et l'autre jour, je vois arriver une auto. J'entends pas ce que le monsieur dit, mais tout ce que je vois, c'est « Câlisse! Tabarnak! Des câlisses! » Je n'aime pas présumer que les gens m'insultent lorsque je n'entends pas ce qu'ils me disent, OK? Mais ça m'étonnerait que dans cette situation, ils soient en train de me dire « Je te pardonne! Je pardonne ton erreur, jeune homme! Bonne journée! » Fait que je suis dans mon auto, il y a du Jean Leloup qui joue, lui qui gueule, et c'est le pire vidéoclip de toute ma vie, OK? Je constate mon erreur, mais je ne suis pas capable de bouger parce que je suis tétanisé par la colère de l'homme. Sa colère m'atteint, puis moi, j'y crois dans la vie. Moi, je pense vraiment que dans la vie, l'émotion, puis c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, et ça m'atteint, et je suis contaminé, puis je suis comme, non, 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 personne me crie après. J'ai le droit de faire une erreur. Je suis désolé, je ne bouge pas. J'ai le droit de faire une erreur. J'ai été élevé par des femmes, OK? C'est comme ça que... C'est avec cette voix-là que j'ai appris à me faire entendre dans cette famille. Là, je suis dans l'auto, puis je suis comme... Comment ça se fait que le gars, par réflexe, ne me donne pas le droit à l'erreur? Par réflexe. Lui, il a oublié que s'il est capable de m'insulter, c'est justement parce qu'à travers sa vie, plusieurs personnes lui ont donné le droit à l'erreur. Tu sais, lui, il a oublié, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on oublie. Lui, il a oublié que quand il était petit, il était là, A, B, C, D, F, G, H... Et puis là, le prof, elle a dit, « Ah, un instant, s'il vous plaît, tout le monde. On va juste parler avec William, parce qu'il a fait une petite erreur. Juste discuter avec lui un petit temps. Salut, mon petit lapin. Ça va? Juste te dire que le E, c'est important dans la toune. Il y a beaucoup de lettres qui ont besoin du E, puis là, t'as chanté la toune, t'as dit A, B, C, D, F, t'as pas dit le E. Fait que je pense que c'est important que tu le mémorises parce que y a beaucoup de mots qui ont besoin du E. Si tu m'avais dit, je vais faire sans le X ou le Z, j'aurais dit peut-être, ça se négocie, mais là, le E, je pense que c'est important. OK, merci, madame, merci beaucoup. Tu me donnes le droit de l'erreur, merci. Le professeur était gentil, il était super gentil avec William. Bienveillante, patiente. Elle était pas là. T'es sérieux, William? T'es sérieux? A, B, C, D, F? On regarde William, tout le monde! On regarde William, l'exemple parfait d'un attardé! Ben c'est ça, pleure! Il va pleurer sans E.
tellement chanceux d'avoir eu des gens patients à travers notre vie qui nous ont enseigné des choses essentielles, mais on l'oublie en vieillissant et c'est grave. Une chance qu'on a eu ce prof-là qui était gentil pour nous apprendre à parler. Moi, je serais même pas devant vous ce soir si c'était pas de mes profs. Ma prof de français, elle a changé ma vie. C'est elle qui m'a dit, t'écris bien, tu devrais faire un métier dans lequel on écrit. Ma prof de FPS, de morale, elle a changé ma vie. Je veux dire, c'est grâce à elle que j'ai appris que j'étais circoncis, je ne savais même pas. Personne ne m'avait mis au courant de cette procédure. Un jour, elle est arrivée dans la classe avec le projecteur, puis elle était comme, je vais vous parler de pénis aujourd'hui, puis on était comme avertis la veille, 8h15. Même pas fini de digérer mon berlingot, qu'est-ce qui se passe? Comme aujourd'hui, je vais vous parler de pénis, fait qu'elle arrive avec le projecteur, puis là, elle dépose l'acétate, puis blah! 8h15, pénis! Tout le monde regarde le pénis. Moi, évidemment, les gens ont l'air d'accord avec le pénis. Puis moi, je suis comme ça, c'est pas un pénis. Ça, c'est un pénis avec un hoodie, ça, c'est un pénis de ruelle, ça, c'est pas... Moi, j'ai un pénis crewneck. Je te jure, elle était extraordinaire, cette femme. Elle nous a enseigné des choses extraordinaires et aussi des choses que les parents voulaient pas nécessairement enseigner parce que c'est pas tous les parents qui veulent aborder les mêmes thèmes au même moment, surtout les thèmes tabous. Et cette femme-là, courageusement, le faisait, je vous jure. Je vous jure, un jour, elle est arrivée dans la classe avec le VHS, avec la télévision 27 pouces, c'était la plus grosse affaire à l'époque. Puis on avait tous un peu peur parce que, contrairement à l'acétate, ça allait bouger cette fois, puis on savait que ça allait nous traumatiser. Puis elle avait un sens du punch extraordinaire, je vous jure. Elle s'est juste mise à côté de la télé. On était tous silencieux, on regardait, genre, qu'est-ce qui va se passer. Et je vous jure, sur la tête de ma mère, elle a appuyé sur play, et c'était un bébé qui sortait de sa mère. Juste... Puis elle appuie sur stop et comme, fait porter des condoms. Je te jure! Elle a pas de tact, mais le message passe. Elle nous a appris des choses. Elle nous a appris à ne pas être raciste. Je vous jure, c'est une enseignante qui m'a appris à ne pas être raciste. À moi et toute ma classe. À moi et toute mon école. Parce que moi, j'allais dans une école multiethnique quand j'étais petit. Puis on a souvent une image un peu idéalisée des écoles multiethniques. On a l'impression que c'est un peu l'ONU, ça se tient dans la main, puis la 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 la. Mais c'est pas vrai. En secondaire 1, quand t'as 11 ans, t'as la même mentalité que tous les autres dans ta classe. T'es persuadé que ton pays, c'est le meilleur. Et ça se battait tout le temps pour la couleur de peau. Puis un jour, elle est rentrée dans la classe, et il y avait un Chinois puis un Noir qui se battaient. Okay? Et évidemment, tout le monde les encourageait à se battre, parce que dans la haine, je veux dire, il n'y a plus de couleur. Hein? Elle rentre dans la classe, elle nous demande de s'asseoir avec autorité, évidemment, on l'écoute parce que c'est la professeure. Puis elle était tellement déçue, je vous jure. Elle a fait les 100 pas pendant 5 minutes avec déception. Déception. Pas colère, déception. Et moi, je pense que la déception, c'est 1000 fois plus efficace. Parce que quand quelqu'un est déçu de toi, ça veut dire qu'il sait que tu peux faire mieux. C'est ça qui se passe. Et nous, on l'a ressenti, ça. Et au bout de 5 minutes de déception, je vous jure, elle regarde le Chinois et le Noir. Puis elle dit, mettons que je prends un couteau, là. OK? Ça se bat pour des couleurs de peau, ça se bat pour des couleurs... OK. Ah, ça crée. C'est peut-être à cause d'elle qu'il n'y a plus de cours d'FPS en passant. OK? Je te jure, mettons que je prends un couteau, là, puis que je vous éviscère les deux, là. Puis que je sors vos organes, puis je les étale sur la table. Ils vont être de quelle couleur, vos organes? Elle dit, on est toutes roses en dedans, tabarnak. Je te jure, elle a dit à 30 élèves de 11 ans. On est toutes roses en dedans, tabarnak. Et on n'a plus jamais été raciste. Je vous jure, ça nous a soudés, ça nous a tellement soudés, on avait tous très, très peur de la même personne. Juste en face du cours d'FPS moral, il y avait le cours de catéchèse. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller au cours de catéchèse, parce que j'ai toujours été un fan de Jésus. Okay? Je vous dis ça honnêtement, j'ai toujours été un fan de Jésus, mais je trouve ça cool qu'est-ce qu'il a fait. Il est allé dire aux gens de s'aimer. C'est pas facile. T'sais, moi, je dis des belles choses sur scène, mais c'est parce que vous êtes là, ça me donne du courage. Mais lui, il allait dans la rue. Essaye, après le spectacle, va dehors. Regarde deux personnes, dis-leur, hey, aimez-vous un peu. Puis check leur face. Ils vont être comme une petite tapette. Ça met les gens de mauvaise humeur, je te jure. Moi, je la connais pas, l'histoire. C'est pour ça que j'aurais voulu aller dans le cours de catéchèse. Tout ce que je sais, c'est que Dieu lui parlait. Puis là, Dieu était comme, yo, Jésus. Puis... Je sais pas pourquoi dans ma tête, Dieu vient de Montréal-Nord. OK, je peux pas t'expliquer. Tout le monde a une image de Dieu qui est blanc avec une barbe blanche. Moi, dans ma tête, Dieu, c'est comme, yo, Jésus.
Jésus, c'est papa qui est en train de te parler. J'ai un message à te livrer. Je veux que tu livres le message. Là, Jésus est comme, c'est qui ça? Yo. J'ai dit, c'est Dieu. Je sais papa, combien de voix d'haïtiens dans ta tête. Arrête de me poser des questions. J'ai un message à te livrer, Jésus. Je veux que tu sortes dans la rue. Je veux que tu regardes comme ça les gens qui se bagarrent. Tu les regardes comme ça dans les yeux. Et tu leur dis, aimez-vous les uns les autres. Je veux pas que tu modifies le message, Jésus. C'est droit d'auteur à ton papa. Parce que j'ai remarqué sur Terre, Jésus, il y a beaucoup de gens qui se querellent. Il y a trop de gens qui se querellent. Et pourtant, je vous ai tout donné pour être heureux, Jésus. Je vous ai donné de l'eau, Jésus. De l'eau, tu mets dans un verre, ouch, c'est bon de l'eau. Ça désaltère. Tu peux prendre de l'eau comme ça, tu mets sur la terre, Jésus. Tu mets de l'eau sur la terre. Tu mets des petits graines dans la terre. Tu mets de l'eau sur les graines. Pas les petits graines que tu envoies dans les photos. Non, 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 non. Mais de l'eau, Jésus. Tu attends un petit peu, ça sortir des légumes. Il y a des légumes qui vont sortir de la terre. Tu prends comme ça des légumes. C'est bon des légumes. C'est plein de fibres. Bon pour les caca, Jésus. Il y a encore des gens qui se querellent. Tous les jours, j'entends des gens dire c'est dégueulasse les brocolis. Alors j'ai inventé les fruits, Jésus. Des petits fruits, c'est comme des légumes, mais j'ai mis le sucre dedans. Des petits sucres, tu mets comme ça dans ta bouche. Des fraises. C'est bon les fraises. Et comme c'est important de manger des fruits et des légumes, tu peux mettre les fruits et les légumes de l'eau dans le malaxer, ça fait des smoothies, Jésus. C'est mon interprétation très personnelle de l'histoire de Jésus. Je pense que ces deux cours-là, le cours de morale et le cours de catéchèse, étaient vraiment importants quand on était jeunes, parce que les deux avaient le même mandat. Okay? Ils nous disaient, trouvez le moyen de vous respecter. C'est ça que ça disait. Vous êtes tous différents, puis vous allez trouver le moyen de vous respecter. Et moi, je trouve ça important. Et même si mon prof de morale avait peut-être pas de tact, puis même s'il était peut-être vulgaire, je pense que dans la vie, on se fie trop aux mots que les gens utilisent et pas à leur enthousiasme. Et moi, je me rappelle de l'enthousiasme de cette femme. Moi, je me rappelle qu'elle a changé ma vie parce qu'elle était motivée, parce qu'elle était enthousiaste. Et récemment, il y a un gars enthousiaste qui a changé ma vie. Je vous jure. Si je m'étais fié à son apparence, j'aurais jamais écouté. Moi, j'ai acheté un chien récemment, OK? Ma blonde veut que je dise j'ai adopté un chien. Moi, ça me fait chier parce que j'ai payé, tu sais. Pas été lui rendre visite 4 fois en Chine, tabarnak. Je l'ai trouvé par hasard sur Kijiji. OK, c'est ça qui s'est passé. Et j'ai acheté le chien principalement parce que je viens d'une famille arabe, pour les myopes d'entre vous. Et c'est parce qu'en fait, chez les Arabes, il y a une peur généralisée des chiens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est un stéréotype que je vous invite à utiliser à partir de ce soir. Tu peux voir un Arabe dans la rue et lui dire « Vous avez toute peur des chiens! » Il va être comme « Effectivement, c'est très désagréable. » Puis il va continuer sa journée dans la joie. Mais on a très, très peur des chiens chez les Arabes. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que dans les pays arabes, il y a beaucoup de chiens errants, peut-être que... Mais depuis qu'on est petit, on nous dit « Ça mord, ça fait peur. Ça mord, ça fait peur. » Et moi, en tant qu'exemple d'intégration au Québec, j'ai pas choisi ça en passant. Je l'ai lu dans un article de journal. Des fois, tu lis le journal puis tu apprends des choses sur toi-même, c'est extraordinaire. Mais le journaliste qui savait pas, je te jure, je disais, Adib est un exemple d'intégration. Mais ce que le gars, il sait pas, c'est que moi, je suis un perfectionniste. Fait qu'en disant que je suis un exemple d'intégration, moi, je me suis dit, il faut que j'amène ma game à un autre niveau. Je peux pas continuer à stagner comme ça. Alors, je suis très, très fier de dire que je suis le premier de la lignée des Al-Khalidé. Je suis le premier de mon arbre généalogique à avoir des crottes de chiens autour de l'arbre. C'est pas compliqué? Sauf que c'est une drôle d'aventure dans laquelle je me suis lancé, je vous jure. Je connaissais rien. La seule chose que je savais, c'est que je voulais que mon chien soit sympathique. Je suis arrivé chez le gars de Kijiji. Tout le monde a déjà rencontré un gars de Kijiji? Tu sais, la porte s'ouvre, puis il y a une odeur que tu comprends pas. J'arrive chez le gars, je suis comme, check, man, j'ai vu la photo, c'est lui le chien, je le prends. Je l'aime, je le veux. Juste que, faut que tu m'expliques comment je fais, parce que moi, je veux que mon chien soit sympathique.
OK, je connais rien aux chiens, c'est une longue histoire. T'as un exemple d'intégration. J'aurais pas dû lire le journal à matin. Bref, je veux qu'il soit sympathique, parce que moi, il y a une chienne sur ma rue. Elle s'appelle Chloé. Tous les matins, elle est comme nanana, nanana, nanana. Sa propriétaire est pire qu'elle, elle est comme arrête de japper après, calme ta chien, laisse le monde marcher en paix, Chloé. Les deux, ils se lèvent à 5 h du matin, en même temps que les gars. Pas capable de dormir. Là, j'ai dit, comme, tu vas m'expliquer comment je fais pour que mon chien soit pas un enfant de chienne, comme cette chienne à Chloé. Et le gars, il me dit, emmène-le au parc à chiens le plus vite possible. Okay? Il me dit, il faut que tu le socialises le plus vite possible parce qu'en le laissant interagir avec d'autres chiens de toutes les sortes, de toutes les races, il va intérioriser le discours selon lequel la majorité de ses interactions à long terme sont potentiellement objets de plaisir. Okay? Il m'a pas dit ça exactement dans ces mots. Ça reste un gars de Kijiji, OK? C'est pour ça que je vous dis, il faut pas se fier à l'approche des gens, mais à leur enthousiasme. Le gars était tellement enthousiaste que même moi, j'étais comme... je te jure, il a réussi à me transmettre son enthousiasme. J'étais comme, ben oui, je vais l'emmener au parc à chiens. J'arrive au parc à chiens. Jour numéro 1 avec mon chien. J'arrive au parc à chiens. Il rentre. Il se met à jouer avec un chien. Les deux, ils s'amusent. Moi, je suis ému. Toute ma vie, on m'a dit, les chiens, ça fait peur, ça mord. Je les vois s'amuser, ça me touche. C'est ce que je te dis. J'ai plus besoin d'avoir peur. Je sens le propriétaire de l'autre chien s'approcher vers moi. Je sens son énergie, je lève les yeux, je regarde sa face en détresse absolue. OK? Il s'approche vers moi et il est comme, check, man, je veux juste que tu comprennes que si ton chien joue avec mon chien, il va rien y arriver. Il est en sécurité. Là, je suis comme, check, man, moi, c'est ma première journée au parc à chiens. C'est le gars de Kijiji qui m'envoie là. J'ai un exemple d'intégration. Bref, c'est une longue histoire. Je devrais pas être ici, mais pourquoi tu me parles comme si je suis dans les favelas du Brésil? Je suis en danger. Comme, non. Ah, c'est parce que tu le sais pas. C'est parce que mon chien, c'est un pitbull. Puis, je sais pas si tu as remarqué, mais tous les propriétaires là-bas, ils laissent pas leur chien jouer avec mon chien parce que c'est un pitbull. Parce qu'eux, ils pensent que tous les pitbulls sont dangereux parce qu'ils lisent des articles puis ils regardent les nouvelles. Puis là, ils pensent que mon chien, il va faire mal à leur chien. Mais moi, mon chien, il va jamais faire mal à personne parce qu'il a toujours reçu de l'amour, de l'attention puis de l'affection. Puis là, j'étais comme, fuck! Je savais pas que les pitbulls, c'était les arabes des chiens. Personne m'avait mis au courant de ça. J'aurais acheté un pitbull, fuck mon chien. Je connecte avec cet animal. Et là, le gars, il m'explique qu'à chaque fois qu'il va au parc à chiens, il panique, il a peur, il a honte, parce que tout le monde ne laisse pas jouer avec leur chien. Les propriétaires se mettent autour du chien et sont comme, non, éloigne ton chien. Puis évidemment, les chiens, ils sentent l'énergie, ils sentent la peur, ils comprennent pas ce qui se passe, mais tous les chiens se mettent à gueuler comme des Chloé, ils deviennent des Chloé, c'est ça l'affaire. Mais pourquoi Chloé est Chloé? C'est parce qu'elle est tout le temps toute seule, dans sa cour, elle fait juste entendre des sons. Et c'est pour ça que le gars de Kijiji a changé ma vie avec son enthousiasme. Il m'a expliqué que si on se donne pas la chance de socialiser, ça va être le chaos, OK? Et moi, en tant qu'humoriste de solution, je vous l'ai dit tout à l'heure, OK? Je suis un humoriste de solution, je le pense vraiment, je veux pas vous laisser repartir chez vous avec un sentiment d'insatisfaction. En tant qu'humoriste de solution, humoriste québécois, mais aussi humoriste arabe, je sais qu'au Québec, il y a des gens qui ont peur des Arabes, OK? Je le sais. Toute la journée, ils voient les Arabes qui mordent à la télé. Puis ils n'ont pas la chance de rencontrer ceux qui ont reçu de l'amour, de l'affection, de la tendresse et qui leur feront jamais mal, OK? Et en tant qu'humoriste de solution, je propose qu'on offre à ces gens des parcs à arabes, OK? Je vous jure, je vais payer pour la clôture. Il faut leur donner l'occasion de socialiser. Je vous le jure, je vais payer pour cette clôture. Je vous le jure. Je connais un gars au Home Depot, il va me le sortir pas cher, c'est un arabe. Bref, et... Il va toujours y avoir 2-3 arabes en permanence. La clôture va s'ouvrir, puis vas-y, Gilles. Ah ouais. Va jouer avec les arabes, arrête d'avoir peur. Puis en passant, moi, j'ai même pas besoin de parler de ça sur scène. J'ai même pas besoin de parler de racisme parce que moi, les gens sont super gentils avec moi, OK? Je fais de l'humour. Quand les gens ils me voient dans la rue, le premier contact qu'ils ont eu avec moi, c'est de la rigolade. Fait qu'ils m'aiment, ils veulent me le dire. Mais moi, je peux pas garder cet amour-là pour moi. Je veux dire, n'importe quoi dans la vie, si ma mère et mes professeurs me l'ont enseigné, ça se partage. On le partage avec les gens autour de nous. Moi, je peux pas garder cet amour-là pour moi tout seul. Je vous jure, les gens m'arrêtent dans la rue, ils sont comme « Adib! Adib! Je suis là! Regarde! Je suis là! »
Continue! On t'aime! T'es bon! Là, je reçois la mouche comme... Ah! Merci, man! Merci! Moi aussi, je t'aime! Grâce à toi, je suis pas un sans-abri! Toi aussi, t'es bon! Continue! Continue! Je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais je suis sûr que t'es bon! Pis si t'aimes pas ce que tu fais, calisse-toi à terre! C'est vrai. On n'a même pas besoin. Au Québec, je vous jure, s'il y a bien une place où personne devrait avoir peur de l'autre, c'est au Québec. Je vous jure, le Québec a le meilleur système de filtration d'immigration au monde, en passant. Ça s'appelle l'hiver, OK? Il y a juste les gens les plus courageux qui veulent venir ici. J'ai un oncle, moi, en Irak, je l'appelle des fois, je suis comme ça, te tente pas de venir t'installer? Je vous jure, il me dit non, je préfère la guerre civile. Il me dit au moins en Irak, je veux dire, je peux la vivre en gogoune, ma guerre, vous. Il y a de la glace qui tombe du ciel, ça fait peur. Les gens ont peur. Les gens ont peur de l'hiver, mais ce qu'ils savent pas, c'est que l'hiver, ça fait ressortir le plus beau de chaque être humain, je vous jure. Ça fait ressortir toute l'humanité de chaque être humain. Vous avez juste à remarquer la prochaine fois que quelqu'un est coincé dans un banc de neige, comment on réagit. OK? T'as juste à voir, je te jure, la personne est dans son auto, elle est juste en tabarnak. Elle regarde par terre. Je sais pas pourquoi on regarde toujours par terre. Quand on a des problèmes, c'est pas là qu'il y a des solutions, tu sais. Maintenant, il lève les yeux parce qu'il sent qu'il y a de l'énergie qui vient de derrière lui. Tu regardes dans son rétro. Il y a déjà 3 gars, ils se sont mis en demi-squat. Prêts à pousser. Ils sont sortis sans se parler. Juste, ils savent. Ça s'appelle l'empathie. Ils sont sortis. Ils ont déjà été dans cette situation. Ils sont prêts. Là, les gars, ils regardent. Ils disent, vous allez m'aider? Ça allait m'aider à sortir? Toujours un chef, il dit, ouais, on va t'aider. Comment tu penses que les flocons, ils font pour nous coincer dans la neige? Penses-tu que c'est rien qu'un flocon? Ils se mettent en gang, mais nous autres, la voiture sort du banc de neige, tu retournes dans ton auto. Juste check. La prochaine fois, la sensation d'avoir aidé quelqu'un, quelle fierté, c'est juste... Ah! Je suis tout le temps en train de crier sur ma rue. On a tous besoin des uns des autres, mais malheureusement, on l'oublie. On l'oublie à tous les jours, on l'oublie. Mais moi, je suis persuadé que c'est dans les situations les plus banales qu'on peut s'en souvenir. Et je suis persuadé qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a un prof d'FPS de morale qui existe. Il veut juste passer son message et il faut le laisser le faire. Dans les situations les plus banales. Je me suis fait couper récemment. Je me suis fait couper en voiture. Et moi, c'est pas tant le fait de me faire couper qui me dérange dans la vie. Moi, c'est ceux qui te coupent sans clignotant, OK? Tu sais, des fois, tu te fais couper puis la personne met un petit clignotant furtif. Puis tu fais « Tabarnak! Il a fait un effort! » tu sais? Moi, c'est ceux qui mettent rien, les sans scrupules. Je les suis jusqu'à la lumière rouge et je donne des leçons de morale. C'est ça que je fais. Je suis le gars jusqu'à la lumière rouge, comme « Baisse ta fenêtre! Baisse ta fenêtre! Baisse ta fenêtre! » Là, le gars, il baisse sa fenêtre, je suis comme « Là, tu vas m'écouter! On vit dans une société, il y a des règlements qui font en sorte qu'on se sent tous en sécurité. Et toi, en mettant pas ton clignotant, mon cœur a fait une esti de saut, man! Je ne me sens plus en sécurité! Il roule à 220! J'ai mal au sternum! C'est tes taxes qui vont payer le médecin qui va réparer mon corps! Est-ce que t'es conscient à quel point on est liés l'un à l'autre à tout jamais? Une société, c'est comme un appartement, man! Ça fait de toi et moi des colocs! Fait que fais ta vaisselle! Et... Je vous jure sur la tête de ma mère que j'aime tant, il me répond « C'est pas un aigle qui va me dire quoi faire! » Et moi, mon cerveau a fait « What the fuck? » Je suis tombé sur un raciste daltonien? C'est quoi cette histoire-là? T'as pas le droit d'être raciste et incohérent dans ton racisme? Tu peux pas aller voir un Chinois puis lui dire « Hey, vous portez tout le temps des sombreros puis vous faites des siestes! » Imagine à quel point je suis en tabarnak. Moi, je suis pas un aigle, je suis un terroriste, tu sais? Cette histoire, c'est comme une poupée russe de colère, je vous jure. Tu ouvres une poupée, il y a une autre colère. Premièrement, je suis déjà pompé, il m'a coupé. Deuxièmement, il me traite de nègre, je suis pas un nègre, je suis un terroriste. Sois factuellement cohérent. Troisièmement, j'adore les Noirs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un négrophile. Va t'informer, ça existe ce terme, OK? En fait, j'aime tous les peuples qui ont vécu de l'injustice. Quand j'ai lu l'histoire des Noirs, je les ai aimés tout de suite. J'ai n'importe qui dans la vie qui a vécu une injustice, je veux être de son bord parce que je pense que chaque être humain a vécu des injustices puis il veut juste entendre « Moi, je suis là, je t'aime, puis je suis de ton côté. » C'est ça qu'on veut. Fait que quand le gars, il m'a traité de nègre, dans ma tête, c'était finalement l'occasion de défendre ma culture, OK? Je te jure, j'étais comme 400 ans d'esclavage, je termine maintenant, monsieur! À brûle pour point, j'ai répondu, j'ai pas eu le temps, j'ai juste laissé mon prof de morale parler, ça fait « Moi, je te laisse de nègre! Non, c'est toi, l'esti de nègre! » Et sa face, ça fait « What the fuck? » Il est comme lui aussi, il est daltonien! Le gars est blanc comme la première bordée de novembre. Il se fait traiter de nègre.
Mais je vous jure, il s'y attendait pas. Il a reçu le mot et ça lui a fait mal. Il a vu à quel point c'était un mot qui faisait mal. Et c'était trop tard. Moi, j'étais déjà dans la colère. Même si j'avais passé mon message, j'étais déjà dans la colère. J'étais comme, non, c'est toi le nègre. C'est toi le nègre. C'est toi l'esclave enchaîné dans le champ du mépris, mon cueilleur de haine. Est-ce que tu m'entends? Et pendant 8 lumières rouges, on s'est traité de nègre. Mais je vous jure, j'ai réussi à passer mon message. Je lui ai dit, t'as oublié qu'on est tous trop en dedans! Merci tout le monde. C'est déjà la fin. Merci infiniment. Merci.